Salut à tous et bienvenue dans C'est Livres qui chantent sur CRTV News. Le mouvement transhumaniste est-il en train de faire sa com? C'est l'impression qui se dégage au vu d'un certain nombre de regroupements, de colloques, de conférences tenus ces derniers temps, avec notamment la mobilisation qui s'est faite à la conférence internationale du côté de la France, qui a vu la participation pour la première fois de l'Afrique avec une icône de ce mouvement, le philosophe Ebenezer Djomoley, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Lui-même a été au centre d'un colloque international en 2021 au Cameroun sur la question du transhumanisme. Alors de quoi est-ce le nom, cette série de rencontres, étant donné qu'il y a une orientation qui est donnée vers l'Afrique, vers une appropriation de l'Afrique du mouvement transhumaniste? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Qu'est-ce qu'il y a à rejeter dans tout cela? On en parle avec le professeur Ebenezer Djomoley. Professeur, bonjour. Bonjour Serge Pout. Et merci de nous accueillir encore une fois pour parler du transhumanisme en Afrique. On dirait que c'est votre nouvelle vocation aujourd'hui. Vous êtes en fait là sur un nouvel élan. Oui, moi-même j'ai l'habitude de l'appeler le nouveau champ d'intérêt. Un champ d'intérêt qui vient après le grand champ d'intérêt par lequel j'ai démarré, à savoir le développement, la philosophie du développement. La philosophie de ce qui faisait sujet d'actualité, qui continue d'être de sujet d'actualité, le développement. Au moment où, je rappelle ça parce que les gens me situent dans cette trajectoire qui commence à être longue. Au début des années 70, tout le monde veut retrouver une philosophie africaine traditionnelle à la suite de ce que la négritude de Senghor et tout ça ont fait comme retour aux sources. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, je regarde devant. C'est le développement. Qu'est-ce que la philosophie peut dire en Afrique, donner comme boussole en ce qui concerne le développement de l'homme? D'où le vrai titre, et c'est sur la signification humaine du développement. Bon, voici que quelques années après, comme je suis toujours dans l'actualité, je suis tout ce qui se passe dans le monde. J'ai fait une conférence sur comment penser l'humanisme aujourd'hui. C'est l'occasion de cette conférence de 2012 ou 2013 qui me fait découvrir dans ma recherche qu'il y a un mouvement qui se développe en Europe, plutôt aux États-Unis, et qui s'appelle le transhumanisme. Ah, je commence à m'intéresser à cela. Voilà, bon, ça a conduit à quoi? À la production de 3 ouvrages, 2017, 2018, 2020, Transhumanisme, marchand des sciences et avenir de l'homme. Quelle éthique pour le transhumanisme? Alors, avec comme sous-titre, des hommes augmentés, des postes humains demain en Afrique? Une interrogation à laquelle j'ai donné une réponse. Et puis, alors, troisième ouvrage, 2020, ligne rouge éthique de l'intelligence artificielle. Parce que là, effectivement, au cœur de la recherche transhumaniste, l'intelligence artificielle occupe une place importante. Okay. Voilà, à côté donc de quoi? De nanotechnologie, biotechnologie et connaissance du fonctionnement du cerveau. Okay. On va revenir sur ça parce que il se trouve que vous ne vous êtes pas arrêté à écrire. Il se trouve qu'on vous invite, avant de parler du colloque, dont l'ouvrage en fait ascension, vous revenez de la France, d'un colloque international, et vous étiez, on va dire quoi, la vedette africaine de ce mouvement international. Le transhumanisme vous fait bouger à l'international. Vous ne le croyez pas si bien dire, la vedette, parce qu'effectivement, avec quelques personnes qui ont participé au colloque de Yaoundé un an avant, je me retrouvais avec un Ivoirien, un Togolais, 2 Camerounais qui ont suivi le colloque de Yaoundé, dont nous allons parler du livre des actes qui est sorti. La vedette, parce que c'est la première fois qu'effectivement l'Afrique est conviée officiellement à l'une de ces rencontres périodiques de ce mouvement transhumaniste. Je rappelle, les 3 derniers, c'était à Madrid et puis à Genève, n'est-ce pas? Et cette fois-ci, c'est Paris. C'est l'association française transhumaniste qui organisait et qui a donc invité, ayant elle-même eu à participer par 2 de ses représentants, 3 même. Il y a un représentant de Belgique, ou 2 représentants de Belgique qui avaient participé au colloque de Yaoundé sur Djomoley et le transhumanisme en Afrique.
Et je suis heureux d'avoir pu disposer de livrer des actes de ce colloque de Yaoundé pour en faire offrande à ceux qui nous faisaient le plaisir de nous approcher, de nous écouter, de donner le point de vue de l'Afrique sur un certain nombre d'orientations auxquelles vous venez de faire allusion, n'est-ce pas? Alors, est-ce que vous y êtes parti avec un enthousiasme sans frein, sans filtre, ou un enthousiasme mêlé quand même de quelques prudences, de quelques précautions, dès lors qu'on sait que ce n'est pas le Saint-Évangile? Non, je suis allé, comment dire ça, avec le sentiment du devoir bien accompli. Je me suis dit, c'est la reconnaissance de l'existence de quelque chose dans la production des idées en Afrique et en particulier au Cameroun. J'y suis allé enthousiaste. Pourquoi enthousiaste? Je suis allé en pleine satisfaction pour la reconnaissance des travaux produits sur place ici. Et ma foi, j'avais quelque chose à dire. Mais il n'y a pas un doute quand même, parce qu'on vous a lu. On a lu d'autres aussi, on a assisté à ce colloque. Il y a quand même un peu de méfiance. Oui, on ne peut pas appeler cela doute. Cette conférence mondiale donc, du mouvement transhumaniste qui vient de se tenir à Paris, elle-même a situé le débat autour du pour et du contre. Parce qu'effectivement, ça c'était très explicite sur les documents préparatoires envoyés à tous ceux qui étaient conviés à cette rencontre. Préparez-vous à dire vos positions pour ou contre telle ou telle orientation. Donc effectivement, on est à l'aise. On est à l'aise de dire, moi, je suis pour quand même une durée de vie prolongée, une espérance de vie plus prolongée, mais quant à vivre éternellement, est-ce que ça... Sommes-nous sûrs de vouloir vraiment vivre éternellement? N'est-ce pas, comme quelqu'un a posé la question. Et quand il s'agit d'augmenter la capacité intellectuelle, oui, le quotient intellectuel, quand il s'agit de faire en sorte que ceux qui ont des difficultés de vue, les malvoyants ou les malentendants, puissent retrouver la plénitude de leur vision ou de leur oui, eh bien, on ne peut pas dire non, on saute sur l'occasion, on dit oui, ça intéresse tout le monde. Quand il s'agit de chercher à donner à l'homme certains pouvoirs, je prends un exemple, c'est grâce à la science toujours, grâce à la science, ce qui est important, c'est que les recherches scientifiques sont au cœur du transhumanisme. Vraiment, ça, je dois dire, je reviens un peu en arrière pour dire qu'est-ce qui m'enthousiasme dans le transhumanisme. C'est l'accent mis sur la recherche scientifique. Et qui intéresse l'Afrique, qui doit intéresser notre Afrique dans le cadre de ce développement. Parce qu'en fait, la recherche a toujours eu lieu, la médecine, l'espérance de vie a progressé de décennie en décennie. Grâce à quoi? Grâce à la recherche médicale. Et du côté médical, beaucoup de choses ont progressé. L'espérance de vie, j'ai l'habitude de rappeler cela, en Europe, même au XVIIe siècle, 25 ans. Aujourd'hui, ils sont à 80 ans. L'Afrique, notre propre Afrique, et ça va très vite aussi. On bénéficie très confortablement des progrès dans la recherche médicale et scientifique d'une manière générale. Au début des années 60, l'espérance de vie dans notre Afrique subsaharienne, c'était quoi? 30-36 ans. Et aujourd'hui, du côté féminin, ils sont à 55, les hommes sont à 50, mais voilà, ça évolue. Donc, que dit le transhumanisme? Le transhumanisme dit, avec un certain nombre de connaissances mises au point et de technologies, notamment celle de l'ingénierie des cellules, l'ingénierie cellulaire, l'analyse de l'ADN de chacun, on peut effectivement non seulement enlever les mauvaises maladies, les gènes de mauvaises maladies, et on peut régénérer les cellules qui vieillissantes, etc. Comment ne pas être d'accord avec une telle orientation? Vous dites d'accord, vous dites d'accord, mais on va revenir sur ça tout à l'heure. Ça vous vaut quand même ce grand engagement, cette grande entreprise intellectuelle d'avoir été admis au sein d'une nouvelle académie africaine, l'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, basée à Dakar. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, cette implantation d'une telle académie? Ça dit que l'Afrique déjà s'empare de cette affaire
mais par on va dire quoi, par le levier de l'organisation déjà, la mobilisation des intellectuels. L'Académie africaine des sciences religieuses, sociales et politiques, qui m'a coopté, toujours l'année dernière, ça remonte à octobre 2021, c'est tout à fait autre chose à côté du mouvement transhumaniste. Hein. Oh, okay. Oui, et il y a une bonne consonance religieuse dans cette académie, bon, plus le social et le politique, mais disons, moi j'y suis. Ils ont coopté le philosophe. Oui, ils ont coopté le philosophe. Ouais. Ils ne savaient même pas que mon champ d'intérêt actuel, ils vont le découvrir, peut-être par une des conférences que j'aurais à y donner dans les mois à venir. Alors, dans le même temps, donc, il y a les actes du colloque de Yaoundé, Ndiomwele et le transhumanisme en Afrique, avec une question sous-jacente, c'est l'Afrique dans ce mouvement-là. On va peut-être revenir sur ça dans un instant, mais en feuilletant rapidement, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas une chorale où tout le monde chante, il n'y a pas non, c'est pas ça. Il y a ici la diversité des points de vue. Et notamment, l'un des intervenants, le tout premier exposé ici, de Marc Roux pour le transhumanisme, pour un transhumaniste africain, il nous révèle, nous autres qui prenons juste là, contact avec ce mouvement, qu'il n'y a pas un seul transhumanisme. Et que le transhumanisme, comme tous les mouvements nouveaux, a été secoué sérieusement de jugements définitifs, ici et là. Ce que Marc Roux veut dire, il a dit pendant le colloque de Yaoundé, je viens de le réentendre de dire la même chose, c'est qu'effectivement, ce qu'il appelle plusieurs transhumanismes, il veut dire plusieurs tendances, plusieurs orientations dans la lecture la lecture des propositions qui sont faites à l'homme. Et voilà, c'est qu'il lui-même il commence à distinguer entre augmentation, amélioration de l'homme. Bon, moi, j'ai eu à dire dernièrement à Paris que, en fait, la réalité, ces distinctions n'entraînent aucune conséquence concernant le fond du problème. Et que je réaffirme que le transhumanisme a pour vocation de demeurer un humanisme. Il doit effectivement travailler pour l'homme et non pas un futur homme-machine, un futur homme cyborg dont on dit qu'il peut vivre éternellement parce que projeté dans l'espace digital. Voilà certaines idées, n'est-ce pas, qui sont émises par certains transhumanistes. Mais en le disant, on a l'impression, lui et d'autres, qu'il y a des tendances qui vont dans ce sens-là. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça qu'il dit qu'il y a plusieurs transhumanistes. Il y a certains qui pensent sérieusement que l'homme doit jouer ce rôle de demi-dieu, puisqu'il se met à la place de Dieu, là pour inventer une autre espèce, en quelque sorte, un autre type d'être. Est-ce qu'on l'appellera encore homme? C'est là que les divergences commencent, n'est-ce pas? Lorsque certains, comme moi-même, je dis que je ne peux pas, bien sûr, je suis déjà engagé dans cette existence, mais quant à projeter, après ceux qui vivent, sont des contemporains, qui vivent la vie d'être humain, imaginez qu'il pourrait y avoir un jour des êtres dans la même société dont certains ressemblent à des machines, c'est-à-dire le prolongement de l'intelligence artificielle, le prolongement du robot. Oui, parce que parfois, on frise la robotisation de l'homme. Et c'est là que les désaccords deviennent vraiment les plus pointus et les plus tranchés. Parce que je fais partie de ceux qui sont éloignés de toute orientation vers la robotisation de l'homme. C'est-à-dire la transformation de l'homme en une machine qui fonctionnerait automatiquement, qui supprimerait donc quoi? La liberté. Oui. Alors il y a des champs dans lesquels cette recherche d'amélioration, de perfection, cet achèvement de l'homme sont en train d'être réalisés. Le monde du sport et des performances. Et effectivement, à ce propos, il y a une communication sur cela qui n'est pas d'accord avec ce qu'ils appellent les bioconservateurs, et, notamment le mouvement olympique, mais ils estiment que effectivement le numérique et tout ce qui concerne
la technoscience peut aider à améliorer les performances au-delà de toute chose. Je vois que vous faites référence, vous avez lu le livre des arts, vous faites référence ici à la contribution de Jean-Noël Missa, qui est membre de l'Académie royale de Belgique et qui était à Yaoundé, au colloque, je reprécise ça. Et effectivement, son article, j'ai eu un échange avec lui après avoir lu son article et on vient de se retrouver à Paris. Il pense qu'effectivement, il faut libérer la recherche d'augmentation, parce que c'est de cela qu'il s'agit lorsque chacun, d'après l'image que moi j'ai choisi de discuter avec lui dans nos combats de lutte en Afrique, lorsque deux lutteurs entrent sur scène, on voit que souvent chacun est en train de mâchonner quelque chose. Il mâchonne quoi? Une écorce, il mâchonne quoi? Une racine. Et j'ai dit à Jean-Noël Missa, au fond, vous avez raison. Et c'est pas ça qui choquerait l'Afrique, de voir qu'on libère le renforcement des capacités qu'on appellerait plus dopage. Mais bon, même si on conserve dans le mot dopage, on ouvre la possibilité à tout le monde, non seulement de pratiquer ses entraînements régulièrement, mais aussi de s'équiper de tout ce qui peut donner un peu mais est-ce plus. que ça ne tue pas la dimension humaine? Parce que vous qui dépendez de l'humain, Oui. Si on est augmenté où il y a la technologie des robots au secours de l'acteur, il va arriver à un stade où on ne lutte plus. C'est le robot qui lutte ou c'est le drone qui lutte, et à ce moment, l'humain, la poésie, la romance humaine est plus... L'humain reste sur scène, l'humain reste au premier plan, parce que l'instrument, tout ce dont il s'équipe, ne peut s'appeler qu'un adjuvant. Ce sont des instruments. Le robot lui-même, l'intelligence artificielle, comment dire ça, les applications qui peuvent être fabriquées, les algorithmes que l'homme peut construire, sont au service de l'homme. Donc l'homme est le maître grâce à la liberté créatrice dont il dispose. C'est lui qui crée. Mais le problème justement éthique, parce que le dopage dont nous parlons nous fait intervenir la dimension éthique. Est-ce qu'il est juste que que dans le monde du sport, par exemple, tout le monde ne parte plus sur la même base d'égalité. Voilà. Égalité de quoi? Des chances. Mais pas égalité des capacités au départ, puisque déjà par la naissance, et puis par la discipline, certains sont plus rapides, ils s'entraînent, ils sont plus rigoureux, plus sérieux à l'entraînement, d'autres non, un peu moins, mais je crois qu'ils peuvent augmenter les capacités grâce à une écorce ou l'ingurgitation de tel ou tel produit artificiel. Est-ce qu'on ne verrait pas quelqu'un sauter, pas comme au Mambilly quand il perd 10, mais sauter plus que cela, 4 mètres carrément, et pour inscrire, et peut-être caler, il saute, il est bloqué en l'air. On veut ça davantage, des gens qui volent. J'ai vu un match, ça c'était justement pour... Les gens ont fait un film ironisant sur cette histoire d'égalité des chances, où grâce à la taille, au basketball, certains qui... Parce qu'aujourd'hui, la science transhumanisme peut permettre le choix de l'enfant qu'on veut, de grande taille, et avec des yeux ici, et ainsi de suite. Mais il y a la taille. Mais imaginez donc un club de basketball ou deux clubs face à face. Donc l'un est fait de géants et qui n'ont même pas besoin de sauter pour arriver au panier, et l'autre qui est fait de gens de taille moyenne habituelle. Le problème qui se pose là, c'est celui des inégalités. Est-ce que la vie en société est menacée quelque part? C'est vrai, et je le dis, et beaucoup d'autres le disent aussi, et nous sommes là en matière d'éthique. La question du dopage nous entraîne à évoquer d'une manière générale la question éthique en termes d'augmentation des capacités qui peuvent amener dans la vie sociale, dans la société, que certains soient vraiment devenus des êtres ayant l'air de sortir, de descendre de la Lune ou d'une autre planète, et vivant pourtant au milieu des êtres demeurés terriens et terrestres, n'est-ce pas? Et c'est là qu'il n'y a plus justice. Il faut séparer.
Alors, et que les gens soient, que les plus grands soient entre eux, et puis les moins grands entre eux. Ça va faire qu'est-ce que la société humaine va devenir s'il faut, elle doit être réorganisée en groupes ayant les mêmes capacités. Le naturel est un peu secoué là. La question centrale ici, c'est l'Afrique dans le transhumanisme. Oui. Et je le disais en ouverture d'émission, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on rejette? Qu'est-ce qui est perméable à nos cultures? Je rappelle qu'il n'y a pas qu'une seule Afrique, il y a des Afriques. Oui. Alors qu'est-ce qui est perméable? En quoi est-ce que, sur le plan spirituel, il y a un auteur qui parle de spiritualité même, les valeurs de ce mouvement transhumaniste peuvent faire fusion avec les nôtres? Ce que l'Afrique reçoit sans problème et qui est véhiculé par les aspirations transhumanistes, c'est la volonté d'être toujours plus fort. En Afrique, on ne peut pas dire qu'on n'a jamais cherché à se dépasser, à se surpasser. Et les uns proclament leur capacité d'avoir le don d'ubiquité. Ils peuvent être à divers endroits en même temps. Je prends un exemple comme ça qui sort de l'ordinaire, des gens qui s'éventraient d'avoir le don d'ubiquité. Ça se connaît en Afrique. Des gens qui peuvent être, comment dire ça, les Éoussous. Oui, bon, les Éoussous sont là. C'est ceux qui sortent dans la nuit. Hein. J'ai l'habitude à cette occasion d'évoquer la formulation que les Africains, les foules admiratrices du premier avion qui atterrissait sur le sol africain ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Sorcellerie des Blancs. Ouais. Pourquoi appeler l'avion qui descend comme cet oiseau, cet immense oiseau qui descend et qui contient des passagers, tout ça, sorcellerie des Blancs? Parce que pour l'Africain, donc, effectivement, la sorcellerie représente cette recherche d'augmentation. Et elle est le fait d'une minorité de gens qui possèdent ces capacités plus importantes que la moyenne des gens dans une société. Mais ça nous vient de loin, ça vient de cette Égypte antique dont on dit que l'Africain noir était le premier habitant, n'est-ce pas? Et qui avait ce qu'on appelait des écoles de mystère. Les écoles de mystère, dirigées d'ailleurs par des prêtres. Et ce sont des écoles qui donnaient une connaissance très poussée et qui ne la donnaient pas à tout le monde parce que la conviction était, et elle demeure même chez nous en Afrique aujourd'hui, que connaître certains secrets de fonctionnement de la nature, c'est la puissance, donne la puissance. Et on doit mettre cette puissance, cette capacité de puissance entre les mains des gens des gens malveillants. Oui, qui peuvent l'utiliser pour nuire aux autres. Non, c'est pour cela que cette connaissance était dispensée de manière très, très aristocratique. Et ce n'était pas réservé à tout le monde, mais à des privilégiés. Aujourd'hui, en Afrique, il y a encore des sociétés initiatiques. Et je crois que chez les Mbombo, à Pays-Bassa par exemple, c'est quelque chose qui est reconnu comme étant des cercles fermés. Et alors, qu'est-ce que je défends comme position par rapport à ces fermetures? Lorsque la science, le transhumanisme nous dit c'est la science, je dis mais il faut démocratiser, il faut rendre public ce qui a constitué la connaissance d'un groupe de privilégiés dans la tradition africaine, et y compris depuis l'Égypte. Les Platon, Pythagore sont allés en Égypte, mais ils étaient des privilégiés. Ils ont appris déjà des tas de choses. Les égyptologues nous disent toujours, oui, c'est l'Afrique, ils sont venus apprendre en Afrique, etc. Et moi, qu'est-ce que je leur dis? Très bien, on applaudit, ils sont appris chez nous. Mais nous, aujourd'hui, nous avons le nouveau défi. Ouais. C'est celui avec ces connaissances ou sans ces connaissances, nous devons entrer dans la danse scientifique. Vous connaissez cette expression que j'utilise effectivement. Dans le deuxième ouvrage et le troisième aussi. Voilà, entrer dans la danse scientifique en Afrique aujourd'hui. Et là, pour ça, j'ajoute ceci, le pouvoir d'État en Afrique doit prendre la place. Avant de parler des de ça, entreprises. Ce sera la dernière question tout à l'heure. Oui. Un auteur ici, vous suivant, énumère ici les choses dont il faut se séparer. Oui. Il
il a parlé de la mentalité, le complexe d'infériorité. Oui. Il utilise une autre expression parlant de l'Égypte. Il parle de l'égyptolatrie. Oui. C'est-à-dire que je vois derrière ça une manière de dénoncer la fixation à ce qu'on Oui. fume avant, il y a longtemps, et une exhumation même de cela, au lieu d'aborder les questions actuelles et puis l'État arrive. Donc, on va vers la fin de cette émission. Si on résume un peu, l'Afrique qui fait chorus avec le transhumanisme, c'est quelle Afrique? Mais pour le moment, c'est une Afrique celle qui s'exprime, l'Afrique de quelques intellectuels, mais qui connaît aussi sa culture de base. Et c'est cette culture de base qui ressort à travers mes expressions quand je parle de sorcellerie ou de don d'ubiquité, effectivement, parce qu'au cœur du problème transhumanisme, il y a l'augmentation des capacités. C'est vraiment le concept qui est au cœur de la chose et qui permet de dire que tout le monde a besoin d'augmenter ses capacités. Pourquoi pas? On ne peut pas dire non, moi je reste à mon niveau, hein, non. Tout homme aspire vers le plus. Le progrès. Le progrès d'ensemble, et puis pour soi personnellement, vers beaucoup plus de performance. Et si je suis dans une compétition, l'exemple que je prends souvent, c'est lequel? C'est chez les athlètes. Je dis à un athlète qui saute 1m50, il ne se contente pas de 1m50, il veut sauter 1m55, il veut sauter 1m60, et ainsi de suite. Et c'est cela l'esprit du transhumanisme, c'est-à-dire l'augmentation des capacités et la réalisation de soi, toujours au maximum de possibilités qui me sont données par la nature, mais que je peux aussi me donner maintenant par la culture, grâce aux travaux scientifiques. Moutlon, dans ceux qui sortent dans la nuit, nous a dit que derrière ce récit, cette narration, il y a la question de la dématérialisation. Eux, ils sortent dans la nuit pour faire mal, et Jacques Sévrier, qui fait la préface, de dire il faut sortir de la nuit. Cette nuit-là, ténébreuse, pour pouvoir faire meilleure utilisation de cette dématérialisation. L'État, chez nous, fait comment pour ne pas subir le vent, le grand vent qui vient d'Occident, sous la couleur du transhumanisme? Comment faire pour prendre le meilleur du transhumanisme sans nous perdre nous-mêmes? Prendre des initiatives, celles-là même que ces grandes entreprises ont prises en Occident. Et je vois, par exemple, dans les pays où Google, Microsoft et Facebook, par exemple, se sont installés, ont déjà ouvert des laboratoires, le Kenya, le Ghana, le Nigeria, et les objectifs visés. Nous devons être partie prenante. Quand je dis nous devons, l'Afrique doit être partie prenante. À travers qui? À travers quoi? À travers son pouvoir d'État, à travers ceux qui dirigent, ceux qui veillent aux intérêts généraux, à l'intérêt général. Ceux qui font la veille stratégique. Et ceux qui font la veille, qui doivent faire la veille stratégique, qui permet de dire, mais il ne faudra pas encourager des recherches comme celles que j'ai mises sur la couverture du troisième livre, Ligne rouge éthique de l'intelligence artificielle. La ligne rouge éthique étant une recherche qui veut absolument aller voir, grâce à ce que la science permet, ce que XY a comme idée dans sa tête, avant même qu'il les ait exprimées. Et quand on dit idée, il y a des projets, il y a des affaires qu'on veut développer. Et si on doit aller vous deviner ce que... Non, vous volez dans votre intimité de penser ce que vous n'avez même pas encore exprimé. On dit stop, ça, c'est une telle recherche, ne devrait pas être encouragée. Le pouvoir d'État en Afrique devrait donc entrer en relation. C'est ainsi les attirer. Donc, et on les maintient pas hors de nos frontières. S'ils veulent venir, ils viennent, mais on leur dit, on travaille ensemble, on collabore. Et nous avons des objectifs et des valeurs à défendre, à protéger dans notre contexte africain. Donc pas de recherche qui aille dans le sens de la nuisance, comme par exemple, améliorer l'ouïe des gens qui pourraient entendre tout ce qui se dit à travers des murs épais, dont vous êtes voisin dans un hôtel ou je ne sais pas quoi. Le mur qui vous sépare ne vous sépare en réalité pas parce que quelqu'un de l'autre côté a eu sa capacité d'écoute de tout ce que vous pouvez dire à côté. Ou alors la vision de nuit comme un chat.
Vous avez parlé tout à l'heure de sortir dans la nuit, de sortir de la nuit. Alors bon, les gens qui veulent sortir dans la nuit pour faire du mal, ils voient comme un chat. Alors est-ce qu'il faut encourager qui violent la vie privée des gens? Ou bien sortir de la nuit, oui, sortir de la nuit de l'ignorance. De l'ignorance et de... entrer dans le soleil de la connaissance. Ok. Voilà, c'est ça. Je vous pose une dernière question, et cette fois-ci concerne la dimension, le soupçon religieux. Oui. La philosophie derrière le transhumanisme est à la base du transhumanisme. Est-ce qu'elle n'a pas entériné la mort de Dieu? Parce que quand on lit, on a bien l'impression qu'il y a un soupçon qui fait que l'homme soit lui-même fabricant du paradis, pas céleste, du paradis terrestre. Est-ce qu'en embrassant ce transhumanisme, on peut l'embrasser sans sa religion? Vous faites bien de souligner effectivement comme dernière préoccupation cet aspect des choses, qui est aussi motif de la divergence parmi les transhumanistes. Il y a ceux qui estiment que l'homme doit demeurer à sa place et ne pas chercher à devenir l'homme-dieu, un Dieu qui prend la place de Dieu. Donc effectivement, une certaine lecture des propositions que font certains transhumanistes nous permet de voir que nous fait voir clairement que ce sont des matérialistes. Et qui dit matérialiste, 100%, c'est-à-dire la spiritualité. Athéisme. Oui, c'est l'athée. Et j'ai eu à dire pendant la conférence de Paris à une dame, effectivement, ils terminaient leur table ronde et lorsque j'ai vu ce qu'elle prenait comme position sur l'esprit, la spiritualité, l'âme, tout ça, parce qu'on parlait de la cryogénisation. Vous savez, cette histoire qui veut que certains morts, on les congèle pendant des années et on pourrait les réactiver, les faire revenir à la vie. Quand j'ai posé la question à cette dame, et l'âme de ces gens-là, pendant qu'ils sont morts, parce qu'ils sont morts, c'est pas endormi, qu'est-ce qu'elle est devenue? Et quand elle a dit, bon non, l'âme, elle ne croit pas, alors j'ai dit, voilà, ce qui permet de dire aux saintetés qu'il y a une orientation matérialiste, archi-matérialiste de certains transhumanistes. Ok. Merci beaucoup, professeur Ebenezer Djomwele. Merci d'être venu dans cette émission nous présenter le développement du transhumanisme à l'africaine. Et merci de nous présenter aussi l'ouvrage qui constitue les actes du colloque de 2021 intitulé Djomwele et le transhumanisme en Afrique sous la direction de Emmanuel Kémonier et Emmanuel Malolo Disake parmi vos disciples. Voilà. Oui, non, je suis très fier d'avoir produit ceux qui aujourd'hui m'accompagnent. C'est important. J'ai été présent à ce colloque, mais je ne prenais pas la parole. Je prenais la parole vers la fin. Et d'ailleurs, dans ce livre, on voit ma prise de position, ma synthèse vers la fin du livre, n'est-ce pas? Mais j'étais fier d'avoir président et vice-président du colloque, mes étudiants. Ok. Merci beaucoup. C'était... Ok. C'était ces livres qui chantent et vous voyez qu'on s'interroge sur les questions du futur, du présent et du futur. On se préoccupe de savoir quelle orientation on donne à l'humanité. Faut-il suivre ces mouvements ou pas? Le professeur Ebenezer Djomwele nous a donné ses lumières sur la question. À samedi prochain.